Moi, ce que j'aimerais d'abord, c'est peut-être parler de l'aquarium, c'est-à-dire de l'univers où se passe ce livre, qui est très important. Euh, L'aquarium, c'est le monde journalistique, pris au sens large. Je trouve que c'est la radio, une radio qui n'est pas citée, mais généraliste. On travaille évidemment des journalistes, mais on travaille aussi des gens qui s'occupent de l'espace annonceur, qui cherchent la réclame. Euh, et ça touche aussi, parce que les deux univers sont assez voisins, voire incestueux, ça touche aussi l'univers de l'édition. Des journalistes écrivent des livres, vont à des salons littéraires. Et tout ça brasse évidemment, vous vous en doutez, beaucoup de vanité, beaucoup d'orgueil froissé, des, comment dire, des gens qui sont un peu en échec, ou qui se vivent comme étant en échec, ou qui se sont des jalousies, bien sûr, quand on a moins de livres que son voisin, ou quand on n'a pas réussi exactement ce qu'on a cherché. Voilà. Et dans cet univers, dans cet aquarium, va apparaître un personnage qui est, lui, pas du tout un intellectuel, hein, et qui est frustré de ne pas être un intellectuel, de ne pas être reconnu comme un intellectuel, qui couvre un complexe sur son prénom, qui s'appelle donc Kevin, euh, et qui va chercher à se venger de ce monde, de cet univers. Voilà. En fait, l'idée de départ, c'est que j'ai constaté que dans les conversations, quand on n'a rien à se dire, après un salon littéraire ou après, je sais pas, une réception, quand vous connaissez pas trop les gens, enfin, voilà, après avoir parlé de la météo et de la santé, de quoi parle-t-on en fait? Quel est le sujet qui revient sans arrêt? Et j'étais assez stupéfait quand j'ai juste fait cette analyse. Les prénoms reviennent sans arrêt. Alors, on connaît tous une dame qui attend un enfant et on se demande comment va s'appeler ce futur enfant. On a tous des enfants qui viennent de naître, donc on compare les prénoms. Sur les forums internet, ça grouille de conseils et d'analyses métaphysiques, astrales, sur la signification d'un prénom. Nous-mêmes, on s'interroge multes fois dans notre vie, et parfois jusqu'à l'obsession. Pourquoi nos parents nous ont donné ce prénom qui est peut-être maintenant, qu'on trouve maintenant peut-être un peu ringard ou décalé ou juste stupide ou qui ne nous correspond pas vraiment. Enfin, il faut toujours avoir un truc à reprocher à ses parents, donc ça c'est essentiel dans la construction de l'individu. Mais le prénom préoccupe les gens. Et même dans les informations, là ce matin j'ai vu, ou c'était il y a une semaine, que à Bruxelles, un couple avait eu deux jumelles qui sont nées, qu'on a prénommées Clitorine et Vagina. Donc ça a fait la une des journaux. Alors évidemment, ce sont des prénoms absolument ridicules et difficiles à porter. Et donc ça provoque des commentaires à n'en plus finir. Euh, alors tout le monde ne s'appelle pas Clitorine et Vagina, mais il y a des gens qui portent un prénom un peu, comment dire, qui le vivent mal. Et il y a des prénoms, si je vous dis Brandon, par exemple, vous voyez, ça charrie un certain nombre de choses, Brandon. Ou si je vous dis Marie-Chantal, aussi, ça charrie d'autres choses. Ou si je vous dis Samantha, si vous imaginez la créature qui va avec le prénom Samantha. Juvénal. Juvénal, voilà un prénom rare, aussi un peu connoté. On imagine la famille où il a pu grandir ce Juvénal. Eh bien moi, mon personnage s'appelle Kevin. Kevin, c'est un prénom extrêmement à la mode au début des années 90, qui explose même, c'est le prénom qui apparaît le plus en 1991. Il y a 14 000 Kevin qui naissent en 1991. Incroyable. Il y a 5 000 Kevin de plus que le prénom qui arrive en seconde position dans les statistiques, qui est Alexandre, bon, un prénom antique, assez classique. Voilà. Étrange phénomène de mode. Qui est alors lié à plusieurs facteurs, on n'a peut-être pas le temps de l'explorer à fond, mais qui est quand même assez passionnant à étudier. Voilà. Et ces pauvres Kevin sont handicapés parce qu'il y a la mode des boys bands qui arrive juste après, avec un groupe qui s'appelle les Backstreet Boys, entre autres, hein, parce qu'il y en a plein, et dont un des membres qui vendent 130 millions d'albums dans le monde. 130 millions d'albums dans le monde, vous imaginez pas la quantité que c'est. Toutes les chambres d'adolescents sont couvertes de posters avec ces idiots très beaux
Voilà, et dont un s'appelle Kevin, et évidemment, ça provoque un certain nombre de remarques méprisantes pour ceux qui portent le prénom Kevin. Ça classe tout de suite les Kevin dans une catégorie, sûrement pas alors des intellectuels, hein, sûrement pas. On s'imagine bien quelles sont ces familles un peu sous influence de culture américaine, un peu idiote, qui peuvent donner un prénom aussi connoté à leur enfant. Et il y a du mépris, et du mépris de classe, presque, dans ce mépris. En tout cas, c'est comme ça que le vit mon personnage, et ça c'est très important. Parce que quand on a un complexe, d'habitude, enfin, très souvent c'est un complexe physique, par exemple on est trop gros, ou je sais pas, il nous manque un truc. Bon. On, même si les autres en fait ne le remarquent pas, nous on le sait qu'on est trop gros ou qu'il nous manque un truc. Et les regards, même parfois parfaitement innocents, des gens peuvent nous blesser parce qu'on interprète, on voit à travers le filtre de notre petite torture, de notre piège qu'on s'est construit nous-mêmes. Et eh bien c'est exactement ce qui se passe avec mon personnage. Ce Kevin se torture lui-même parce qu'il a été appelé comme ça. Il voit 1000 remarques innocentes comme des agressions. Bon, alors évidemment, quand on est Kevin, on devient quoi ensuite plus tard dans la vie? On devient vendeur d'imprimantes, ingénieur technico-commercial, je sais pas, spécialiste du bout de bois aggloméré, quelque chose comme ça. Et c'est très difficile pour un Kevin de percer dans un milieu, on va dire, huppé, intellectuellement, rempli de prétentions, bien sûr, qui est une radio, par exemple, ou en général dans le monde journalistique. Voilà. Donc ça, c'est en gros le cadre. Hein. J'ai été très très long, mais voilà. Alors, ça commence, c'est très important, ça commence par un écrivain qui est légèrement frustré, il a 55 ans, il a des livres à éditer, mais oh, ça marche, mais sans que ça marche formidablement. Il a eu un article pleine page dans Libération, c'est très très bien, mais c'est pas suffisant. Il a un succès d'estime, mais les ventes ça ne suivent pas. Bon, on en connaît tous. Voilà. Alors il va à un salon du livre, il a un nouveau manuscrit sous le bras, et là sur le stand d'un grand éditeur, il tombe sur un lecteur de chez cet éditeur, à qui il montre le manuscrit, et ce lecteur lui envoie un mail enthousiaste. C'est un livre formidable, il y a tout un tas d'adjectifs flatteurs qui vont avec ces... Voilà, mais il le fait lire à l'intérieur du comité de lecture, vous savez comment ça se passe, c'est très compliqué, il faut le montrer à A, B, C, D, mais A, B, C, D adore le livre aussi, donc tout va bien, sauf que il faut changer le titre, par exemple, et donc l'écrivain se met à réécrire le titre. Il est très content, hein, c'est une grande maison d'édition qui le prend comme ça. Bon, réécrire le titre, c'est pas c'est un peu frustrant, mais enfin bon, on peut accepter cette petite contrainte. Et ensuite, on lui demande d'imaginer une préface, parce qu'on trouve que son livre est assez violent, et donc on n'aimerait pas que ça soit, l'époque étant au consensus, on a peur que ça fasse un peu trop. Voilà. Et donc, il réécrit une préface. Bon, et de fil en aiguille, ça traîne. Et il aimerait bien, surtout sa femme, aimerait bien qu'il signe enfin ce contrat dans cette maison prestigieuse. Et au dernier moment, il s'aperçoit qu'en fait, ce lecteur en fait n'existe pas. C'est-à-dire que quelqu'un s'est fait passer pour un lecteur d'une grande maison d'édition et en réalité il n'est rien du tout. Il est introuvable sur Internet. Cette grande maison d'édition ne connaît pas ce personnage. Et il se trouve, il a été mariné donc, dans une blague cruelle pendant un certain nombre de mois. Et toutes ces espérances se brisent sur cette réalité un peu cruelle et dure. Voilà. Alors, ce lecteur, vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est Kevin, qui avance en sous-marin masqué et qui s'amuse comme ça aux dépens des vaniteux, qui essayent de se venger. Alors, il en retire quoi? Rien. C'est pas un escroc, il ne soutire pas d'argent, il ne cherche pas à blesser parce qu'il a une vengeance personnelle contre cet écrivain. Non, il retient une sorte de vengeance personnelle qui le satisfait. Voilà, et juste il tend le piège, l'écrivain tombe dans le piège, et ensuite il s'évapore.
et l'écrivain reste avec son rêve brisé. Alors, ça ne serait pas si grave que ça, sauf que il se trouve que l'écrivain apparemment a d'autres soucis dans sa vie personnelle, ça va pas forcément très fort, et quelques mois passent, il déprime et il se pend. Et donc, ce qui était somme toute une blague, mais bon, cruelle, mais sans plus, se transforme en une tragédie et apparaît dans le livre, en note de bas de page, une chose un peu angoissante. Il y a un lieutenant de police qui va mener une enquête. On sent qu'il mène une enquête qui concerne le suicide, bien sûr, de cet écrivain, mais aussi autre chose. Il y a quelque chose d'inquiétant et de beaucoup plus profond qui se passe dans le livre, au fur et à mesure qu'on avance. Le salon du livre est un chaudron où, justement, au vernissage, le jeudi soir, il y a tout un tas de gens. Ils vont... Chacun de ces personnages n'a pas envie d'y aller. Enfin, aucun éditeur spontanément n'irait au salon, aucun écrivain, aucun journaliste. Mais il se trouve que, parce qu'on ne sait jamais, parce qu'on brasse son carnet d'adresses, on étoffe son carnet d'adresses, parce qu'on peut tomber sur le journaliste qui fera un article sur nous dans le prochain numéro de machin, et que le journaliste lui-même est intéressé parce il a un livre en préparation. Chacun a un livre en préparation, il pourra le montrer à un éditeur qui ne connaît pas, l'éditeur bienveillant l'éditera. Et bref, il y a ce chaudron marchand, en fait, c'est de la marchandise, c'est comme le salon du vin, en moins drôle, parce que au moins le vin est consommable tout de suite et appréciable immédiatement. Ce chaudron brasse toutes sortes de gens en quête de succès, ou de petites rustines sur leur vanité, qui est assez pathétique à observer de loin. Bon, on y participe tous, hein, j'y participe moi-même, mais c'est quand même... voilà, on se demande à quoi ça sert, forcément. Bien sûr, quand vous croisez quelqu'un qui est bienveillant, et que vous-même, vous cherchez une échappatoire vers le haut, bien sûr, une échappatoire toujours vers le haut, dans ce que vous imaginez que vous êtes, c'est-à-dire un grand poète, ou un grand journaliste, je ne sais pas ce que... Voilà. Et forcément, comment dire, on sent enfin cet appel d'air, et on est crédule. Et donc, si quelqu'un se fait passer pour une personne qui n'est pas, si c'est fait de manière astucieuse, on tombe on marche, hein, dans ce piège qu'on a nous-mêmes construit. C'est-à-dire que ce piège, ce leurre, est construit non seulement par la personne qui prétend être ce qu'elle n'est pas, mais par nous-mêmes aussi, en effet. Parce qu'on se projette évidemment sur le rêve qu'on a. Parce qu'on veut croire que notre vie s'arrangera. On veut le croire. Depuis qu'on est... Alors, quand on est enfant, nos parents nous disent tout va bien, tu es superbe. À chaque fois qu'on griffonne... Moi, je vois bien, je suis père. Hein. À chaque fois que quelqu'un de mes enfants griffonne un truc qui est 100% raté, je dis ouais, bravo, c'est formidable. On encourage, peut-être à tort, hein, voilà, les enfants à aller vers le haut. Et alors ensuite, forcément, arrivé à l'âge d'une vingtaine d'années, on commence à se prendre un certain nombre de baffes. Et ça, c'est une banalité, hein, mais on est tous confrontés à nos propres limites, à la malchance, ou à la chance qui ne va pas au bout de la chance. Et donc on est forcément comme ça, avec un certain nombre de rêves, peut-être pas brisés, parce que ça serait trop fort, mais pragmatiquement mis en veilleuse, on va dire. Et donc, vulnérable, en réalité. Vulnérable par rapport à quelqu'un qui pourrait vous dire mais finalement, vous êtes un grand chanteur, Jean-Paul. Vous êtes un grand chanteur. Rappelez-vous, vous devriez pratiquer le chant. Oui, mais finalement, pourquoi pas. Voilà, et donc, si c'est fait avec suffisamment de conviction, si c'est fait avec doigté, un vrai manipulateur, c'est le faire avec vraiment doigté. La flatterie, mais pas trop, enfin, une bonne dose, quoi, voilà. Eh bien, peut-être que vous prendriez des cours de chant, et peut-être que tous vos loisirs passeraient à ça, et pour vous apercevoir, en fait, que vous êtes confronté quand même à votre
cul-de-sac personnel, de toute façon, arriver au bout de cette manipulation. Pendant que vous pratiquez vos cours de chant, vous êtes, n'empêche, heureux, puisqu'on vous a donné cette possibilité. Le paradoxe, c'est que être manipulé peut aussi être sympathique. C'est-à-dire que ne vaut-il mieux pas croire en son potentiel de chanteur et prendre des cours de chant, s'inscrire à un concours, chanter chez soi sous la douche, plutôt que juste vivre là à vendre des photocopieurs ou des ciseaux ou ce que vous voulez, et se dire mais finalement j'ai complètement raté ma vie parce que c'est pas du tout, j'y connais rien dans les ciseaux, les photocopieurs, ça m'intéresse pas du tout. Voilà, donc ne vaut-il mieux pas rêver quand même à cet échappatoire vers le haut? Alors le risque bien sûr c'est que ça se brise à un moment, mais pour certains ça se brise jamais de toute façon. Donc, et pour certains malheureusement ça tourne à l'aigreur aussi, parce qu'on se dit bah, si je ne suis pas devenu un grand chanteur c'est la faute de celui-là, de celui-là, de celui-là, ou de ma famille. Ma femme m'a empêché de chanter sous la douche, que ne serais-je devenu si elle était un peu plus ouverte, et donc là le ménage se brise par exemple. Très souvent on reproche beaucoup de choses à sa moitié, hein, très souvent. Et bien sûr aux parents. Ah oui, les parents sont ceux qui ont semé les mauvaises graines au départ, mais déjà en m'appelant comme le prénom qu'on m'a donné, là c'était pas le bon prénom. Si j'avais eu un autre prénom, vous voyez peut-être les ressorts, hein, c'est assez passionnant. On pourrait presque paraphraser en disant on ne naît pas Kevin, on le devient, sauf que là il est né Kevin, il devient Kevin. Il y a dans une sorte de destin implacable qui s'acharne à lui montrer qu'il est Kevin, par toutes sortes de remarques, et bien sûr qu'il interprète par le biais de son piège, hein, qu'il a construit lui-même. La satire sociale, oui, parce que nous sommes forcés de jouer le jeu. Nous sommes forcés, quand on travaille par exemple à une radio et qu'on est entouré de journalistes qui tous écrivent des livres, et certains sont poètes, d'autres sont des essayistes, des troisièmes font des photographies et font des préfaces à des livres très savants. On est obligé de jouer le jeu, on est obligé, parce que sinon on ne tient pas le rang. Donc on est obligé d'être un peu prétentieux comme eux, on est obligé d'étaler un peu sa vanité comme eux, on est obligé de leur montrer qu'on a des projets comme eux. Il y a une sorte de, peut-être pas de concurrence aussi nette et un peu caricaturale, mais il n'empêche qu'on y pense sans arrêt. Le côté, alors moi j'ai un éditeur et pas toi, ou moi j'ai changé d'éditeur et c'est un meilleur éditeur que le tien. Le côté, moi j'ai écrit un gros livre et je passe à cette émission de radio et pas toi. Même s'il n'est pas dit, même s'il n'est pas formulé de manière aussi enfantine comme on pourrait le faire quand on est en CM2, où j'ai une plus grosse bille ou autre chose que toi, il n'empêche qu'on le pense quand même. Même quand on a 55 ans et qu'on a, a priori, qu'on n'a pas 100% raté sa vie, puisque quand on est journaliste, on n'a pas raté sa vie, il y a pire comme situation sociale. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de frustrations qui s'accumulent à force de côtoyer des gens qui réussissent plus ou moins, ou dont on imagine la réussite comme étant plus ou moins grande que la nôtre. Donc peut-être que le Kevin qui se reconnaîtra ou qui sera frustré par ce livre dira mais non, je vais prendre l'autre sortie qui est que même, on a quand même besoin d'un Kevin et je vais prouver à la face du monde que voilà.